Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 4, épisode 4. Olivier Brett, très heureux d'être avec vous aux côtés de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, content de voir que vous êtes passés à travers votre Super Bowl. Oh yeah! Félicitations à LDT, quand même extraordinaire comme exploit. On a-tu hâte que des Québécois se pointent à la Coupe du Monde un peu? Oui. Non, mais oui, de toute façon, avec 2026, c'est très envisageable et fort probable que... 2026, c'est le Qatar. Ce sera à voir parce que c'est pas facile. On en a parlé beaucoup de l'ex, puis ce sera très compliqué. Un élément dont on a peu entendu parler, c'est le lien entre le propriétaire de Kansas City et la MLS. Exactement, et c'est donc les frères Hunt qui sont propriétaires du FC Dallas, et c'est dans une grande lignée en fait de propriétaires américains de plusieurs franchises. Et puis en plus j'ai un peu fouillé, puis je vois que le propriétaire de New England est aussi celui des Patriots, le propriétaire des Sounders et aussi celui des Seahawks. Pareil à Minnesota United, le Wild, les Timberwolves, donc on parle dans NBA, NHL, sont propriétaires de la franchise de MLS. Toronto, effectivement, c'est le cas. Donc Atlanta United et les Falcons. Donc parfois quand on analyse à la pièce les transferts qui se font du côté de Bologne ou la masse salariale de Bologne et on projette ça sur l'Impact de Montréal, je pense qu'on peut faire l'exercice sur l'ensemble de la ligue. Et effectivement, il y a vraiment des mondes et qui sont liés à des rentabilités, à des profitabilités complètement différentes, des masses salariales qui sont sur des échelles complètement différentes. Et on ne peut pas forcément faire ce lien, cette corrélation entre les investissements liés à une équipe de football et une équipe de soccer. Olivier, les propriétaires des Buccaneers de Tampa Bay sont où? Avec les Rowdies, ça? Non, c'est qui, les Buccaneers de Tampa. C'est qui? Tu sais pas? Non? Ben oui, allez. Les Glazers? Les Glazers, OK. Tabarouette, ça fait tellement longtemps, tu vois, que j'ai arrêté de faire le lien entre les différentes propriétés. Et là, je parle pas juste du sport des Glazers. Ça avait fait du bruit quand ils étaient débarqués. Ça, c'est comme les pionniers, à quelque part, de ceux qui sont passés au bat. De propriétaires américains. Écoute, ça brûlait des drapeaux, ça brûlait des foulards. Il y avait toute cette fameuse vague d'écharpes jaunes et vertes à Manchester United parce que ça représentait les couleurs de Newton Heat, la toute première version de Manchester United. Puis c'était un pied de nez, en quelque sorte, à des propriétaires américains qui débarquaient à Manchester. Bref, tu n'achètes pas beaucoup de calottes des Buccaneers de Tampa Bay à Old Trafford. Bref, si tu le fais, c'est probablement parce que tu es américain. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, il y a beaucoup de recoupements, de corrélations. Il y a la famille Anschutz aussi qui a été très, très présente sur pas mal de marchés sportifs dans l'Ouest. Gillette. Gillette, ouais. Gillette à Liverpool. Oui, absolument. Il y a, parce que ce sont des gens qui voient, qui regardent un petit peu leur investissement et sur l'avenir. Et pratiquement tous ont l'idée, et se sont dit à l'époque, maintenant je pense que c'est une certitude, que ce sport-là allait être porteur et allait être, je dirais, un bon coup dans leur portefeuille. Et pourtant, il n'y a pas de série mondiale au soccer. Non, on n'est pas champion du monde quand quelqu'un gagne les séries. Bon, sur ce, on va embrayer, les gars, parce que dans notre segment à domicile, on veut revenir sur le lancement de la saison 2020 de l'Impact. C'était vendredi dernier à Montréal, au New City Gas. J'étais présent. Quelques éléments intéressants à souligner. Évidemment, on va parler du dossier Nacho Piatti, parce que là, il y a eu du nouveau au cours des dernières heures. Et dans notre segment en temps additionnel, le marché des transferts est fermé en Europe. On va parler des bons coups qui ont été faits au cours du dernier mois et de quelques petites prises de bec qui font beaucoup jaser sur le vieux continent. On en parle au cours des prochaines minutes, mais d'abord, cette soirée de lancement, t'en penses quoi, Sid? Parce que je le sais que c'est le genre d'événement où tu réfléchis beaucoup, toi, en amont, à savoir, on s'attend à quoi de cette soirée-là? Ça s'adresse à qui? Ça sert à quoi? Tes constats cette année, c'est quoi? La question à 1 million, c'est ça s'adresse à qui? Et ça s'adresse plus vraiment aux partisans. La soirée des lancements qui était la soirée des membres originellement, qui, je pense, lorsqu'elle a changé de nom, a un peu changé de vocation. C'est aujourd'hui véritablement un exercice télé, ce qui est pas mauvais, mais en termes d'expérience client, même si les partisans n'aiment pas se faire appeler client, on est dans quelque chose de complètement différent, ou d'une série d'entrevues où les
les protagonistes ont souvent le dos tourné aux partisans, qui n'entendent pas vraiment très bien ce qui se dit. Et on a un peu changé ce mandat, un mandat qui sert à la promotion de l'Impact de Montréal, mais qui, dans le cadre intimiste et de proximité que les partisans avaient avec les joueurs, se délite un petit peu. Et donc, certains trouvent ça regrettable, même si, de facto, puisque l'événement vient 2 mois après la fin de saison, il y a une attente, il y a forcément une espèce d'excitation et très souvent une satisfaction qui est simplement liée à se retrouver dans la même pièce que les joueurs que la plupart n'ont pas vu, puisqu'il faut aussi quand même le rappeler, c'est la première fois, par exemple, c'est le premier bain de foule de Thierry Henry avec les partisans, ça suffit généralement à combler, même si l'exercice n'est plus ce qu'il était. Ce qu'on retient surtout, c'est que la question a été posée à Nacho Piatti, à savoir est-ce que tu es ici pour rester. Sa question, pour moi, ça a été le dernier point de fracture. Ça a été ce qui a confirmé hors de tout doute qu'à mon sens, Nacho Piatti, si ce n'est pas déjà fait, a ses bagages prêts pour retourner en Argentine, parce que quand on lui demande « Es-tu ici pour rester? » et que devant ses propres partisans, il y avait 2000 personnes dans la place, là, tu peux te garder une petite gêne puis être un tant soit peu encourageant sur ton futur, et il répond « Je suis ici ce soir. » C'est terminé. Ouais. Et ce qu'on apprend au cours des dernières heures, c'est que, bon, là, il y aurait une entente. C'est pas Banfield dont on parlait la semaine dernière. C'est incroyable, hein, la quantité de clubs, tu nous le disais la semaine dernière, Sid, la quantité de clubs argentins qui sont passés dans ce dossier-là ou dans les nombreuses rumeurs qu'il y a eu au cours de Nacho Piatti au cours des dernières années, des rumeurs qui sont de plus en plus insistantes. Et là, on parle d'une entente, puis ça devient intéressant dans la gestion d'Olivier Renard. D'une entente qui serait en retour de 2 joueurs, un qui viendrait immédiatement, un qui viendrait en 2021, Piatti qui s'en irait à San Lorenzo, qui est le club qui avait les droits de Nacho Piatti avant son arrivée à l'Impact. Tu sais, on a beaucoup parlé du fait que Piatti s'en allait pas parce que personne n'avait l'argent pour payer son transfert. Bien là, d'être créatif et d'aller chercher des joueurs en retour, c'est sûr que tu n'as jamais de certitude, surtout pour des jeunes Argentins, des jeunes joueurs venant de l'Argentine, mais quand même, c'est assez créatif. Oui, je dirais que c'est un peu l'option lorsque tu vois qu'il y avait forcément une impasse au niveau financier et que personne n'allait pouvoir vraiment s'aligner sur ce que l'Impact demandait. Et c'est normal qu'un Impact dise non, on va pas le laisser partir pour n'importe quoi. C'est tout à fait normal qu'ils négocient vu que, et ça on l'a dit déjà, qu'ils étaient dans une position solide. De droit et je dirais de négociation forte. Ouais, parce que c'est normal bon qu'ils demandent et qu'ils mettent clairement la main sur la table en disant ça part pas avant. Parce que c'est pas les mêmes négociations qu'à l'époque où on se demandait encore si c'était du bluff. Le fait que l'Impact allait exercer l'option pour 2020. Là, tu as le gars sous contrat. Maintenant, tu es obligé, si tu es un club en Argentine, tu es obligé de discuter pour vrai. Là. Totalement. Et on se retrouve avec des jeunes joueurs donc, qui arriveraient ici en retour de Nacho Piatti. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? C'est un pari qui vaut le coup tant qu'à le laisser partir pour rien si le gars n'est pas heureux, ou à garder un gars qui n'a pas envie d'être ici? Oui, tout à fait d'accord. On sent que la stratégie et la vision d'Olivier Renard prend forme dans ce type d'action. Parce qu'effectivement, je l'ai toujours dit, il n'y a personne qui mettra 1 million pour Nacho Piatti à son âge et maintenant avec un historique de blessures, parce qu'on ne peut pas le nier. Et c'est certain que ça a bloqué et que de façon rétroactive, on voit que l'Impact, en levant l'option, a complètement changé la nature des négociations avec les clubs argentins. Et comme un renouvellement, prendre un pari sur des jeunes, un jeune défenseur, un ailier, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire pour l'Impact de Montréal, parce que de toute façon, en termes de budget, c'est pas aussi simple que on paye pas Piatti 4 millions, donc on a 4 millions à dépenser ailleurs. C'est pour ça que je pense que Olivier Renard fait très bien, mais en même temps, c'est peut-être la raison pour laquelle le deal capoterait aussi. Donc il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc sans rentrer dans les détails, on est plutôt dans des prêts et dans des prêts avec un peu garde partagée et souvent, à quelques virgules près, c'est souvent ça
qui fait capoter les deals. Donc à quel point San Lorenzo voudrait conserver des droits sur les joueurs, sur les joueurs qu'il prêterait, quand est-ce qu'il les prêterait. Donc il y a toutes sortes de choses, de détails. On sait aujourd'hui, voilà, maintenant que Piatti veut, on sait, comme j'admets que Piatti veut officiellement partir et que l'Impact... On est quoi? On est bon. Jeudi 6 février 2020. Fait pas loin d'un an que je te pose cette question-là. Tu te rends finalement à l'évidence que Nacho Piatti n'a pas envie d'être ici? Mais pour autant, dans le foot, tant que c'est pas signé, c'est pas fait. Donc, je dirais encore affaire à suivre. En même temps, tu sais quoi, c'est très 20-20 comme commentaire, mais quand je vois Aldo Ricciuti, l'ancien préparateur d'équipement, l'ancien responsable de l'équipement chez l'Impact de Montréal, qui est très près d'un paquet de joueurs, de Nacho Piatti, entre autres, pardon, qui publie sur Facebook que l'Impact perd un de ses plus grands joueurs, sinon son plus grand joueur, je me dis là, c'est fait. Il y a plus que quelque chose, ouais. Je le sais que c'est un petit peu bric-à-brac comme analyse, mais quand tu as des gens aussi près du soleil que ça, qui réagissent, qui publient des choses, je sais pas. Je sais que je suis en train de faire porter un lourd fardeau à Aldo en ce moment. Parce que je vais mettre Thierry Henry dans la balance aussi, qui, suite à des commentaires d'après-match contre Philadelphie Union, a dit sur le cas de Piatti, moi je suis en train de préparer mon match de Ligue des Champions. Donc lorsqu'on demande le statut de Piatti, il fait comprendre qu'il prépare déjà un match sans compter sur Nacho Piatti. Et c'est très fort. Puis je pense qu'avec une équipe qui est très transparente un peu dans sa communication, on l'a vu quand même justement au lancement, c'était très intéressant les interventions d'Olivier Renard, notamment sur cette vision-là, sur cette approche, sur les jeunes. Il dit qu'il y a des contrats qui sont en train de se faire négocier. Est-ce que ça fonctionnera ou pas? Il est très transparent sur le fait que ça peut ne pas fonctionner. On a un staff qui s'est pas caché, et qui permet aujourd'hui de lire la situation telle qu'elle est. On a un joueur qui veut partir et on a un club qui veut le plus en retour. La transparence. C'est quand même quelque chose, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a sur lequel on a régulièrement cogné en disant ça manque de transparence. Mais tu sais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as tellement raison, puis le mot transparence, on l'entend pas. Mon problème avec l'Impact, c'est qu'à toutes les fois que tu entendais le mot transparence, tu savais que ça allait être n'importe quoi dans les trois phrases qui venaient. C'est exactement ça. As-tu entendu Olivier Renard parler de transparence? Non, il l'est. C'est tout. Si tu l'es, tu n'as pas besoin de garrocher à tout vent que ce que tu veux, c'est de la transparence. À l'époque, on nous disait qu'on était transparent, mais tout d'un coup, il y avait des trucs qui partaient en vrille. Marco Donadel, on nous annonçait une prolongation de contrat en catimini. En fait, on ne l'annonçait pas. On lui donnait une prolongation de contrat sans jamais rien dire à personne et on se disait transparent à l'époque. En ce moment, on l'est, puis je pense que c'est une excellente nouvelle. Tu fais très bien, Jean, de le noter ce matin. En temps additionnel, maintenant, on va passer du côté de l'Europe parce que j'ai très hâte de savoir ce que vous avez considéré être les bons coups, parce que j'ai l'impression que je connais votre bon coup, mais les bons coups en Europe sur le marché des transferts du mois de janvier. Le bon coup, c'est évidemment Haaland. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai mis ça au pluriel, parce que ça, c'est pas trop compliqué. Non, mais c'est quand même assez hallucinant. Comme aujourd'hui, comme il est le meilleur buteur chez les jeunes, avec une quasiment 10 longueurs d'avance sur Mbappé, c'est Rashford de ce monde. Donc c'est assez hallucinant à quel point son adaptation à Dortmund c'est bien fait et comment il relance quasiment les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bon, il y a quand même la blessure de Marco Reus qui aussi rentre dans la balance, mais Dortmund a fait un très bon coup au nez à la barbe de United, voire même du Bayern. Donc c'est le grand coup finalement. C'est le gros coup, ouais, absolument. Déjà au moment de la signature, parce que c'était, on se disait pourquoi Dortmund? En fait, tu vois qu'il y a une analyse, d'abord, d'où il vient. C'est vrai qu'il est un peu plus ouvert, plus perméable à un club qui n'est pas de cette crème des 7-8 absolument top européens, mais qui est tout juste derrière. Dortmund, tu sais jamais. Tu peux très bien partir dans un club et tu sais comment ils sont, un petit peu avec des hauts, des bas. Mais tu sais que tu vas jouer. Voilà, c'est ça. C'est que tu sais que tu vas jouer, tu sais que tu vas avoir ta chance, tu sais que l'environnement est très bon pour un jeune joueur qui débarque. Et puis là, c'est ça, 8 buts, 4 matchs. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant parce que j'en parlais à la radio la semaine dernière. Ce que je constate, moi,
avec le Borussia Dortmund qui réussit, tu viens de le dire, à piquer ce gars-là sous le nez de clubs qui, sur papier, pourraient être plus attrayants pour un jeune joueur qui a sa qualité. C'est le hot property en ce moment, partout sur la planète. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as besoin d'être unique. Et je pense pas que sur la planète, il y a un autre club à ce stade-ci, pour la carrière de Haaland, qui avait à offrir ce que Dortmund pouvait offrir. Maintenant, dans 5 ans, Haaland n'est plus là. Oui, Non, d'accord, absolument. Mais tu vas l'avoir eu chez toi, tu vas avoir été capable déjà de profiter de ses talents, et après, tu vas pouvoir, en bon français, le flipper à quelque part d'autre, peut-être au Bayern, parce que ça, c'est un chemin que plus d'un joueur ont emprunté, passé par Dortmund. Maintenant, ça va peut-être froisser quelques supporters du Borussia Dortmund qui sont peut-être tannés de voir ça, mais avec l'argent que tu empoches au passage et les succès qu'ils ont quand même connus à travers ces joueurs-là, je pense que c'est pas négligeable, puis c'est surtout noble comme approche. Mais je reviens à l'Impact de Montréal. On parle toujours des problèmes pour attirer des joueurs américains, pour attirer les joueurs au Canada en raison des taxes, des impôts qui sont trop importants, de la température. Oui, mais justement, si tu bâtis quelque chose d'unique et tu trouves une ou deux choses que toi, tu es capable de faire mieux que les autres, bien, tu deviens intéressant pour un certain profil de joueurs. Là, est-ce qu'on est en train de devenir la destination pour les jeunes joueurs étrangers? Peut-être. Je dis étranger, il y a Balou, il y a Zachary Brault-Guillard également, mais c'est là où je trouve ça franchement intéressant de voir à quel point tu n'es pas obligé d'être le meilleur. Tu es juste obligé d'être unique pour attirer un certain profil de joueurs. Et si l'Impact est capable de faire ça, là, je ne compare pas Dortmund et l'Impact, mais c'est quand même le constat que je fais, parce que sinon, tu ne te retrouves pas à Dortmund si tu es Haaland. Non, parce que c'est une question de se placer dans un marché. Et effectivement, comme tu dis, c'est d'offrir quelque chose que New York n'offrira pas, que Los Angeles n'offrira pas. C'est que ce soit l'environnement, que ce soit la possibilité de travailler avec quelqu'un comme Thierry Henry. Bon, on verra ce que ça va donner, mais ça peut être un argument. L'environnement qui est offert aux joueurs. Il est certain que, comme tu dis, il y a une niche où se placer sans être le plus riche, sans être le club qui va marcher sur tout le monde, mais en disant, regarde, professionnellement, c'est une belle option que tu as de venir ici. C'est une belle destination. Les autres bons coups du marché... Il y a aussi une autre approche, celle de Manchester United, où on lance un paquet d'argent sur un club portugais et on se retrouve avec Bruno Fernandes. J'étais surpris des montants, même si aujourd'hui c'est un peu quétaine d'être surpris des montants de transfert. Mais Manchester United est obligé de mettre plus d'argent que les autres parce que tu n'es pas une destination qui est particulièrement prisée. Et on sait aussi qu'il y a la capacité de le faire. Donc ça a beaucoup ralenti les négociations puisque Sporting, en fait, à chaque fois augmenté de 5 millions et puis s'essayer jusqu'à Manchester dit bon, ok, 65 plus 15, c'est bon, ça suffit. Bon, tiens, tenez, on vous le donne. Et bon, trop peu trop tard peut-être pour l'offensive mancunienne. C'est l'un des transferts que je retiens. Puis de l'autre côté, on a un autre trop peu trop tard, c'est Eriksen qui se retrouve du côté de l'Inter. Ça fait quand même une grosse surprise de voir qu'il n'a pas été transféré durant la période estivale. Puis un autre transfuge de la première ligue qui se retrouve à l'Inter. S'il fait aussi bien que Lukaku, ce sera encore un excellent coup. Et il y a Victor Moses qui est arrivé aussi, Ashley Young. C'est quand même intéressant de voir avec son court passage. Je sais que pas mal tous les passages d'entraîneurs ces temps-ci sont courts, peu importe le championnat, mais c'était quand même... c'était particulièrement court, mais il y en a convaincu plus qu'un, et pas seulement à Chelsea. Victor Moses était là, mais Ashley Young, c'était Manchester United. Après ça, Eriksen, c'était l'autre côté de Londres à Tottenham. Lukaku aussi. C'est quand même fascinant de voir à quel point ce gars-là a été marquant pour les joueurs qui l'ont affronté, pas juste pour ceux qui l'ont côtoyé. Et puis on parle d'approche un peu de transfert. On est dans une logique aussi de fin de contrat et de payer le moins possible. Et en ça, on voit un parallèle avec la Juve qui a très bien fait ça durant les 4-5 dernières années, d'attendre qu'un joueur en fin de contrat et de s'assurer qu'on paye le moins possible. À l'inverse, par exemple, de l'Atlético et le PSG qui n'ont pas réussi à s'entendre justement dans une situation qui était un peu similaire avec Cavani qui, lui, est en fin de contrat à l'été passé, mais voulait quand même sa petite prime de signature. Ouais, c'est quoi ça c'est peut-être celui qui je trouvais le plus surprenant. C'est que ce contrat-là, moi je pensais qu'il coulait de source.
que ça allait se faire. Et voilà, Cavani, tu vois que ça coince, qu'il y a clairement à Paris un problème de place, un problème de titulaire, et que... tu sais, quand tu as Neymar, Mbappé, tu ne vas pas parler de rotation véritablement. Tu sais que tu as un numéro 1 et puis les autres derrière. Ouais. Donc, je pensais que ça allait se faire beaucoup plus... que ça allait être beaucoup plus coulé, si tu veux. Que ça allait se faire beaucoup plus naturellement, ce transfert de Cavani. Et voir que ça prend pas, ouais, ça m'a pas mal surpris. Parlant de titulaire, à Paris, Thomas Tuchel a eu une petite prise de bec avec Kylian Mbappé qui n'a pas voulu s'excuser par la suite. Ça fait couler beaucoup d'encre en France. Hein? C'est vrai. Donc, Kylian Mbappé qui est sorti au cours du match PSG Montpellier, il y avait déjà 5-0 au moment où... Mbappé qui s'est fait sortir. Oui, effectivement. Parce que lui, il s'en allait pas à vitesse grand V vers la ligne de touche. S'il avait pu faire le moonwalk dans l'autre sens, je pense que c'est exactement ce qu'il aurait voulu faire. J'ai jamais vu un gars, à part pour gaspiller du temps en fin de match, sachant très bien que son équipe allait gagner, j'ai jamais vu un gars aussi lent que ça pour sortir d'un terrain. Sachant que maintenant, les règles imposent qu'on sorte au coin le plus proche de là où on est sur le terrain. Oui, effectivement, Mbappé qui fait parler de lui est toujours dans le même côté d'une image assez égocentrée. Donc, parfois, voilà, donc la ligne est assez fine entre ambition et arrogance, mais que lorsqu'on est au PSG et que tout est scruté, c'était même pas forcément nécessairement une prise de bec entre lui et Tourelle, mais ça le regarde mal et ça vient dans une espèce de grande histoire d'un joueur qui est pas satisfait et qui estime que sûrement qu'au Real Madrid on lui donnerait tous les droits et privilèges qu'il mérite. Pour remettre en contexte, c'est l'entraîneur qui veut lui parler. Et là, à partir du moment où, comme coach, tu mets le doigt dans cet engrenage-là où tu veux arrêter ton joueur et lui parler, ne serait-ce que quelques secondes, et que le joueur, lui, veut continuer son chemin. Tu as les deux mains sur ses épaules et tu veux l'empêcher de continuer. Tu veux qu'il s'arrête et qu'il t'écoute et que lui essaye de ça a l'air d'un jeu de Pac-Man. Mbappé qui essaie de passer à gauche, qui essaie de passer à droite. Devant tout le monde, devant des milliers de supporters au stade, est-ce que c'était une erreur de vouloir forcer ça du côté de Tuchel? Parce que là, ça devient une guerre d'ego pour quelques secondes où Mbappé dit « Hey, c'est pas toi qui vas décider où je m'arrête, à qui je parle, puis à quel moment je parle. On se parlera tout à l'heure. Là, c'est devant des milliers de personnes. Je vais montrer à tout le monde c'est qui mène ici, puis c'est peut-être pas toi comme coach. » Non, c'est ça, exactement. C'est que c'est pas gagnant. Hein. De toute façon, c'est que en faisant ça, et surtout dans la fraction de seconde où tu te rends compte de ce qui va se passer, parce que clairement, quand tu fais ça... il commence à bouger et tout, tu sais que ça va pas bien se finir. Non. Laisse-le aller. Laisse aller tout de suite. Laisse aller tout de suite. Ah, c'est vraiment la réaction que tu dois avoir parce que c'est... Avec les deux qui mettent la main devant la bouche, en plus, pour pas qu'on voit ce qui se dit. C'est qu'après, c'est la porte ouverte à toutes les analyses, toutes les extrapolations plutôt que les analyses. Et on en arrive à la situation actuelle où on en parle parce que c'est pas la première fois que ça se passe avec Mbappé, parce que continuellement il y a son probable transfert à Madrid qui reste derrière tout ça. Il y a le poids du joueur lui-même, ce qu'il représente à Paris et dans le foot français aussi. Donc c'est certain que ça va être mal pris, mal perçu et forcément amener des correctifs au niveau de la communication de la part des deux. C'est fascinant parce que j'avais noté que le même week-end, t'en as Marc Heureuse qui balance son brassard, qui se fâche avec Lucien Favre. Et c'est vrai que ça ne rentre pas dans tout ce narratif et que c'est des joueurs fâchés. Il y en a tout le temps, mais des joueurs fâchés de la stature de Mbappé avant un huitième de finale qu'on sait crucial pour le PSG. C'est peut-être l'équipe qui a le plus à perdre des
des 16 qui sont en lice, ben, tout de suite, l'analyse est complètement différente. Et puis, comme Olivier le rappelait, ben, le lendemain ou 2 jours après, ben, face au groupe, il ne s'est pas excusé, à seulement indiquer que tu n'étais pas contre les joueurs qui rentraient à sa place. Mais bon, il n'est pas comme un Neymar qui n'est jamais sorti lorsqu'il est titulaire. C'est arrivé juste une fois dans le cadre d'un retour de blessure, mais Neymar, quand il joue 90 minutes. Bon, il y en a qui se prennent la tête sur le bord de la ligne de touche. Il y en a d'autres pour qui c'est sur Instagram. Ça a été le cas avec Lionel Messi, qui n'est pas tout à fait content avec le directeur sportif et ancien coéquipier Eric Abidal. Ouais. Ça, c'est... En 48 heures, ça, c'est devenu quelque chose quand même de fou. Parce qu'Eric Abidal, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il a reproché... Il a mis une partie du blâme pour le congédiement de Valverde sur les épaules d'un groupe qui, selon lui, travaillait pas assez fort. Et ça, c'est pas passé du tout au conseil quand c'est venu aux oreilles de Lionel Messi. C'est ça, il fait un entretien et pour, disons, au moment où les journaux, magazines espagnols, disons, lancent un petit peu avant la publication même de l'entretien, ils font une sorte de teaser, petite présentation des moments forts de l'entretien avec Abidal. Et dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, Messi réagit. Et il réagit violemment, surtout pour Lionel Messi, qui est pas habitué, qui nous habitue pas vraiment à ce genre de réaction-là, parce que les entretiens avec Messi, c'est rarement... c'est rarement gay et on saute en l'air, quoi. C'est plutôt très, très, très carré et monosyllabique à la limite. Et là, le voir réagir Cristiano comme Ronaldo avec Piers Morgan. Non. Bon, voilà. Donc il réagit et puis donc il prend vraiment quasiment phrase pour phrase que dit Abidal et il le démonte. Ouais. Il le démonte en disant quel joueur. Tu dis les joueurs. Quel joueur? Faut des noms parce que dire les joueurs comme ça, tu es en train de mettre tout le monde dans un... Tu salis tout le monde. Tu salis le nom de tout le monde en disant qu'on n'est pas professionnel. Il faut prendre des responsabilités. Quand on n'est pas bon sur le terrain, on prend nos responsabilités, on le reconnaît. D'ailleurs, on l'a reconnu au moment où ça allait moins bien, et encore moins bien. C'est vraiment à mettre entre guillemets, parce que Valverde est congédié alors qu'ils sont premiers de la Liga. Ouais. Et donc, dire, bon, ben voilà, il faut prendre ses responsabilités de ses actes. Le congédiement de Valverde, c'est pas non plus les joueurs qui l'ont décidé et qui l'ont signé. C'est bien vous qui êtes allé aussi démarcher de façon un peu bizarre d'ailleurs Xavi ou Koeman pour revenir sur Quique Setién. Dans le fond, ce que Lionel Messi est en train de dire, c'est assume tes décisions, puis nous, on va assumer les répercussions de nos performances sur le terrain, sans s'en cacher de notre côté. Mais vous, après ça, assumez que vous l'avez mis dehors, l'entraîneur, puis vous avez commencé à démarcher quelqu'un d'autre en même temps. Oui, tout à fait. Puis, et que ça se fasse sur la place publique, alors que je pense que voilà, la page était tournée. C'est ça qui m'a vraiment le plus surpris. Je crois qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt de la part de Eric Abidal de revenir sur cet épisode et d'en revenir de façon aussi spécifique, parce que je pense que voilà, il va je pense que c'est ce que tout le monde disait avec Valverde, qu'il y avait un petit groupe de sénateurs, dont Messi, Suarez, Piqué et Busquets, qui ne travaillaient pas autant qu'ils devraient le faire. Mais c'était une lecture qui était une lecture de comptoir, si on peut dire, et qui n'était pas forcément la réalité. Et puis, on ne peut pas oublier, le Barça est champion en titre, était premier en Liga. Effectivement, le jeu n'était pas celui de Pep Guardiola, mais il faut en revenir, ce ne sera plus jamais le cas. Et ça, Messi l'a mal pris. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Messi il répond sur Instagram auprès de ses millions d'abonnés, puisqu'il peut prendre son téléphone et dire à Eric, franchement, c'est pas apprécié ce que tu viens de faire. De lui aussi, comme de mettre de l'huile sur le feu et de continuer à entretenir cette espèce de psychodrame qu'il y a toujours au FC Barcelone. Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde est en train de se chicaner un peu partout sur le continent, tu as James Milner, lui, qui est le professionnel de tous les professionnels, le genre de pro que tu voyais dans les années 80. Jean? Ça, c'est le genre d'histoire je dis ça pour une partie bien spécifique du professionnalisme des années 80, parce que dans les années 80, les bains de bière après avoir gagné une FA Cup, là, c'était pas extraordinaire non plus. Ça. Non, avant la finale de la FA Cup, c'est vrai. Donc on a parlé la semaine dernière que Liverpool jouait cette semaine un match à
rejouer de Coupe d'Angleterre contre une équipe de 3e division, Shrewsbury, que Jürgen Klopp avait indiqué que c'était même pas l'équipe réserve, mais l'équipe de jeunes qui allait jouer avec l'entraîneur de cette équipe de jeunes, parce que tout son groupe professionnel avait une semaine de congé, comme c'était indiqué au départ par la Première Ligue dans un courrier officiel. Donc d'ailleurs, Alexander Arnold était au Super Bowl. Il était à Miami. C'est un nouveau truc, ça. L'année dernière, c'était Kane qui y était. On avait vu des photos. Mais Harry Kane, c'était le délégué parce que le Tottenham Hotspur Stadium, c'est le nouveau Foxborough Stadium là, à Londres. Ils ont des deals avec la NFL, c'est vrai. Là, non, Alexander Arnold y était. Bon. Voilà, juste comme ça pour le dire. Mais ce qui se passe, c'est que lundi matin, l'entraîneur des jeunes de Liverpool a un coup de fil de James Milner qui lui demande s'il peut venir à l'entraînement. Parce que il y a ce match de coupe, donc qui va jouer. Déjà qui pose la question, puis qui ne fasse pas juste se pointer. Téléphone à l'entraîneur, qui n'est même pas l'adjoint, mais qui est donc l'entraîneur des jeunes, pour savoir s'il a le droit de venir à l'entraînement. Alors que c'est sa semaine de congé, que tous les autres sont donc à Miami, à Dubaï, etc. James Milner, il est chez lui, à Liverpool plage, et puis il dit je suis allé m'entraîner avec les jeunes. Donc il va s'entraîner, évidemment. Là, il lui dit bien sûr que tu peux venir. Et puis à la fin de l'entraînement, Milner va le voir, lui dit est-ce que pour le match demain, je peux venir dans le vestiaire et être avec le groupe? Ah oui. C'est quand même extraordinaire. Ça montre l'essence, l'ADN de ce que Jürgen Klopp a placé à Liverpool, mais surtout le fait que James Milner représentait ça déjà à la base. C'est ça, c'est que le choix aussi, tu tombes... Il faut que tu sois capable d'aller choisir des gens sur des gars comme ça qui vont porter ton message. D'autres diraient que s'il a choisi d'aller s'entraîner avec les équipes de jeunes, alors qu'il aurait pu aller à Dubaï, qu'il aurait pu aller au Super Bowl, c'est ce qui explique pourquoi un de mes comptes préférés sur Twitter, c'est Boring James Milner. Allez faire un tour, c'est extraordinaire. C'est pas une pointe au gars, là, c'est plus une fleur que je fais à ce compte-là. C'est extraordinaire, puis ça résume peut-être un peu ses choix de semaine de congé à M. James Milner. Messieurs, quelques questions qui nous ont été posées sur Twitter, #LDSF, dans nos sujets chaud. D'abord, Michael Tessier qui nous demande que pensez-vous de l'ajout de Lewis Binks, défenseur central de 18 ans qui est arrivé à l'entraînement. Là, il n'y a pas d'annonce de signature encore, mais défenseur central de 18 ans qui arrive de Tottenham au camp d'entraînement de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'y vois l'empreinte de Kwame Ampadu et de Thierry Henry, qui les deux ont baigné dans l'univers des moins de 18 ans en Angleterre, particulièrement à Londres avec Arsenal. Il y a aussi le fils d'Ampadu qui a joué avec les équipes de jeunes à Chelsea. Donc, tout le circuit des jeunes londoniens et ce que ça vaut par rapport au niveau de la MLS, parce que ça, c'est un autre dossier, d'avoir un bon jeune prometteur, c'est une chose. Savoir qu'il serait capable de faire le pas, faire le step dans une ligue comme la MLS, c'en est une autre. Moi, c'est l'empreinte que je vois dans l'arrivée d'un gars comme ça. Quel constat vous faites quand vous entendez que Binks débarque avec l'Impact? Bon, tout d'abord, je ne vais pas faire semblant de connaître le joueur et je n'ai jamais vu jouer, je ne savais pas qui c'était. J'aime beaucoup l'analyse que tu en fais. J'ai quand même plongé un petit peu dans l'effectif et puis effectivement de voir que derrière Fanny et Camacho, on a quand même Yao qui est un cran plus bas dans la hiérarchie et puis même simplement dans l'expérience MLS. Donc c'est vrai que honnêtement, c'est Raitala qui passerait plus vite pour laisser de la place à Corrales sur la gauche. Raitala passerait dans l'axe, probablement avant qu'Yao ait une chance, peut-être même Binks. Exactement, sachant qu'avec la blessure de Raitala, qu'à gauche, ça devient aussi très... pour les prochaines semaines, tu as tout à fait raison. Très léger. Donc en fait, c'est ça, c'est plus réalisé que c'est vrai qu'il y a quand même besoin de renforts en défense. Ça reste une place internationale aussi, même si c'est pour un jeune joueur, il faudrait quand même qu'il soit capable de performer assez rapidement. Malheureusement, c'est un jeune a besoin d'adaptation et tout, mais le facteur que ce soit une passe internationale, ça vaut cher. Et donc, je me suis aussi un peu posé la question. Mais il va te coûter combien? Si Tottenham dit on continue à payer son salaire, puis il coûte 50 000, ta place à 100 000 international, on s'en fout un peu. C'est une place qui n'est pas donnée à un autre. C'est plus dans cette... je comprends, mais même si tu étais pour aller la chercher, tu veux échanger, mettons, avec quelqu'un, parce que c'est ce que Joey Saputo avait dit il y a quelques années, ça te coûte, tout dépendant du moment de l'année, entre
100 Oui, et 150. 150. On est à peu près là-dedans. Mais si le gars te coûte des peanuts, il te coûte 80 000 parce que Tottenham dit, nous, on prend le reste de son salaire. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il prenne de l'expérience, qu'il joue des matchs. Parce que ça, c'est l'aspect que j'ai hâte de voir. Je présume qu'un club comme Tottenham veut des garanties, sinon tu vas le garder pour faire... Tu n'as même pas d'équipe réserve ici, sinon tu vas le garder là-bas puis tu vas le faire jouer avec les équipes de jeunes à Tottenham. Oui, ou en prêt, parce qu'il y a des clients. Hein, certains que en Europe, tu veux dire. Hein? En Europe, oui, en Angleterre ou Belgique, Pays-Bas, tu regardes comment Chelsea fait par exemple, ou même Tottenham d'ailleurs, il y a vraiment un marché au niveau des prêts qui tourne. C'est un moins de 23 qui a joué avec les moins de 23, qui a joué avec aussi, qui a joué des matchs en Ligue des Champions moins de 19 ans. Ouais. Donc au niveau de... je dirais de sa préparation, je pense qu'il est pas mal en phase. Peut-être que par rapport au moins de 19, il est certain que la MLS c'est une coche au-dessus, hein, ouais. C'est sûr. Il a joué une mi-temps contre Philadelphie. Mm-hmm. Donc à première vue, il y a des choses que il y a cette volonté de vraiment de le mettre. Il n'est pas là pour faire le nombre et vraiment être là pour si ça se concrétise, si ça s'avère, pour être clairement et de façon efficace dans l'effectif. Moi, ce que je vois, c'est un peu le scénario qu'on a vu l'an dernier avec sur la droite Bakary Sagna. On savait qu'à un moment donné, on allait devoir tourner la page avec Sagna. Oui, on est allé chercher Zachary Brault-Guillard, puis on s'en parlait la semaine dernière. Avec les matchs qui ont passé, on s'est dit, bon, avec la différence de salaire, c'est sûr qu'il n'y a aucune comparaison entre l'expérience de Sagna et celle de Zachary Brault-Guillard, mais lui, c'est un jeune qui peut représenter le futur. On va s'arranger pour que Sagna l'épaule et l'année d'après, peut-être qu'on arrive à tourner la page. Exactement ce qu'on a fait. Rod Fanny, moi, je suis hyper heureux de le voir là dès la première journée du camp d'entraînement cette année parce que c'est sa 3e saison, entre guillemets, là, parce qu'il a fait quelques matchs la saison dernière, mais c'est la première où il est là dès le début. La dernière fois, il est arrivé parachuté en catastrophe au mois de mars, puis il commence au stade olympique contre Giovinco et Altidore à domicile face au Toronto FC. Là, la donne est différente. Par contre, Rod Fanny, il n'est pas là pour 2 ans, il n'est pas là pour 3 ans. Non, il est là cette année, et si tu es capable d'avoir du temps de jeu, parce qu'il va falloir que tu le ménages aussi. Il va falloir gérer. Rod Fanny, c'est ça. Rod Fanny, tu vas le gérer comme tu as géré Bakary Sagna l'année passée, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Sagna s'est pas vraiment fait gérer. Je pense mais il y a eu des blessures. Oui, il a eu des blessures. Ça a ouvert. Ce que je veux dire, puis c'est ce que j'allais ajouter, en espérant que ce ne soit pas en raison de blessure, mais tu vas être obligé de choisir tes matchs. Tu ne peux pas faire jouer 3 matchs en une semaine à un gars comme Rod Fanny. En milieu de semaine, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et là, si c'est des jeunes qui peuvent d'abord sentir qu'ils progressent, 2, te convaincre, rendu à l'année prochaine, tu te dis, Rod, merci beaucoup, ça a été extraordinaire. Et là, tu as un gars qui potentiellement a 20 ans, qui s'installe. C'est ça qui donne des Matt Miazga. Non, tout à fait. C'est ça qui te permet d'avoir des très jeunes joueurs qui ont ta confiance et qui sont capables d'assurer, je ne veux pas dire ton futur à très long terme, mais d'avoir un jeune de 20 ans en défense centrale qui fait la job, en qui tu crois, c'est extraordinaire parce que tu peux le modeler comme tu veux et surtout pour une équipe comme celle de Thierry Henry qui va beaucoup jouer vers l'avant, tes défenseurs centraux, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre parce qu'il y a un gros fardeau défensif et il y a un gros fardeau de relance aussi. Oui, non, effectivement, genre, comme tactiquement, ça fait pleinement de sens. Après, c'est vrai que je pense que l'écart entre Brault-Guillard et Sagna, que Zachary, par ses performances, a réussi à réduire au maximum, sera sûrement plus difficile pour Binks et Fanny. Si Fanny joue au niveau qu'il a eu ces derniers temps, la commande est vraiment lourde pour Binks, mais dans un cadre où là, on revient encore sur le renouvellement de cet effectif, sur son rajeunissement et sur justement les spécificités. Donc il y a le vivre en français, il y a un public chaud, il y a aussi peut-être l'idée de se dire qu'il y a des jeunes, c'est une place dans laquelle vous allez vous faire valoir l'Impact de Montréal et permettre à l'Impact d'avoir justement ses atouts sur le marché du transfert. Toi, tu fais la comparaison entre le niveau de jeu potentiel de Fanny et celui de Binks.
si moi je te compare à Rudy Camacho, es-tu capable de réduire? Non, mais je le voyais non, mais venir. c'est vrai. Oui, non, Je mais le voyais oui. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Et puis, Ouais. puis c'est vrai que. Parce que si tu es un jeune défenseur à Liverpool, c'est pas la place à Van Dijk que tu vas prendre. Tu vas regarder l'autre à côté, il est bien bon lui aussi, mais il est pas Van Dijk. Ça va être ça ton étalon de mesure. Tout à fait, C'est sûr. tout à fait, tout à fait. Bon, fait que là, t'as pas répondu à ma question, Non, fait mais que t'as répondu à ma mais pas question. loin. C'est excellent. On va continuer avec notre prochaine question, celle d'Émile Archambault qui nous demande, et là, j'ai hâte de voir si tu vas aller dans la même lignée de tes commentaires il y a quelques instants, Sid. Émile nous demande, où est le plus grand trou dans l'alignement actuel de l'Impact de Montréal? Là, ça peut être vu de plein de façons. Peut-être un poste où il n'y a pas assez de profondeur, peut-être un poste où il n'y a absolument rien de convaincant, même dans le 11 de départ en ce moment. Où est-ce que vous voyez le plus gros trou? Alors, moi, le plus gros trou, je le vois dans un système 4-3-3, dans le poste de milieu relayeur, on va dire droit si on met Taider à gauche, voilà, ou ce qu'on appelle parfois le numéro 10. Donc, pour moi, c'est le plus grand trou. Pourquoi? Parce que je fais un effectif qui ressemble à ça, et même parfois même un 4-2-3-1, je me dis, qui est là? Là, c'est Chaume qui serait là, ce serait Sedic. C'est quand même... Boyan joue où dans ta tête? Boyan jouerait pas forcément comme un ailier, en tout cas comme derrière l'attaquant. Donc dans ma tête, excuse-moi, mais il y a Piatti et Boyan qui sont derrière l'attaquant. Et je crois que lorsque même... Ça, c'est tes alliés, là. Oui, mais c'est ça, des ailiers dont comme le rôle est surtout comme de rentrer, et d'occuper l'axe du terrain. Pourquoi? Parce que dans ma vision... C'est toi qui traînes la civière pour Zachary Broguillard qui C'est va ça, faire ouais. le couloir toute l'année? Oui, oui, Wow. mais genre... Il faut 4 jambes. Mais Thierry Henry nous parle toujours... Non, mais Thierry Henry nous parle toujours de Liverpool. Je pense qu'Alexandre Arnold, non, mais c'est ça, c'est des personnes qui... Il faut que la largeur soit occupée par les latéraux et rien d'autre. De toute façon... Par Raitala? Corrales, si tu veux, mais l'idée, c'est, en tout cas, dans ma vision, l'axe du terrain est surtout occupé par les talentueux Piatti et Boyan. On a une pointe fixe, fixe pas forcément, mais on a l'attaquant de pointe pour C'est chercher. ça. Attends, là ta tactique. C'est que tu fais rentrer Boyan, tu fais rentrer Piatti parce que tu sais très bien qu'Urruti sera jamais dans l'axe. Il est tout le temps sur une ligne ou sur l'autre. Fait que tu vas avoir des gars dans le couloir. C'est ça ton approche. Mais Il est malin. non, mais comme mon trou, il est situé aux côtés de Piatti, aux côtés de Piet et de Taider. Voilà, pour moi, il manque clairement un joueur de ce niveau-là dans l'impact de Montréal. Moi, je pense que la signature de Sabah, ça rentre pas mal là-dedans, non? Dans ce cadre-là, potentiellement, mais beaucoup dépend de ce que tu fais avec Boyan. Oui, tout à fait. Parce que dans ma tête, si tu avais un Piatti d'un côté, Lapalainen ou un Balou de l'autre, avec un attaquant de pointe, que ce soit Okonkwo ou Urruti, pour moi, c'est Boyan, ce gars-là dont vous parlez. Sauf que dans ce système-là, on a simplement milieu de terrain Piet et Taider, et j'y crois moyen. Moi, genre comme le milieu de terrain... Non, mais avec un rôle plus défensif à Boyan, à qui tu demandes de revenir, parce que de toute façon, il va avoir le parc Maisonneuve à couvrir entre Piatti, entre Piet, Taider et ton attaquant. Je pense Je suis vraiment pas sûr que Boyan, il est ce qu'il faut pour ça. Il pourrait l'avoir, mais je pense que comme Thierry Henry va céder à la tentation comme d'avoir un Boyan le plus proche possible des buts. Et un peu on l'a vu comme Zemaili. Zemaili peut jouer sur la ligne de milieu défensif, mais d'un moment on voit un joueur avec la qualité de frappe qu'il a, sa vision, mais on le veut dans le dernier tiers et on l'avance de plus en plus. Donc effectivement, Boyan pourrait. Est-ce que Boyan va? Je ne crois pas. Intéressant. Puis c'est vrai que Steven Sabah, c'est ce profil-là. Après, on va voir ce que ça donne. Mais c'est le genre d'hybride. Je me rappelle ce qu'on a vu à la Gold Cup, parce que c'est essentiellement le seul étalon de mesure que j'ai sur lui. C'est un milieu qui est super dynamique. Il fait pas partie de ces gros gabarits. C'est pas l'un des gros gabarits qu'on avait vu à Haïti, du gars imposant qui allait au basket. Mais c'est une dynamo. C'est un gars qui est capable de te faire gagner 5-10 mètres continuellement. Et je trouve que c'est un complément ou un remplacement pour Sam Piet. Dépendamment de ce qu'on demandera, ce que Thierry Henry leur demandera, mais je pense qu'il rentre dans dans plusieurs systèmes. Ça va. Et je trouve que c'est probablement là que l'Impact a bien répondu, c'est qu'il s'offre une option supplémentaire pour divers
type d'organisation. Ça me fait un peu penser, et là je compare pas la qualité des deux joueurs, mais ça me fait un peu penser à toutes les options que tu avais avec Patrice Bernier. Patrice, tu pouvais lui demander de rester un petit peu plus loin derrière. Après, tu pouvais le libérer puis le faire jouer entre deux. En cas de problème où tu n'avais pas de milieu offensif, tu pouvais carrément lui demander de jouer un cran plus haut. C'était pas idéal parce que moi, je pense que c'était l'entre-deux qui était parfait pour lui. C'était de jouer comme un 8 entre le 6 qui était le genre de Samuel Piette, c'était Marco Donadel à l'époque, et ton milieu offensif. Mais je pense que Steven Saba, c'est ce qui t'apporte. Ce qu'on a voulu faire avec Michael Azira un peu l'année dernière, mais Azira, pour moi, avait une vocation beaucoup plus défensive et était capable quand même, des fois, de se retrouver dans la surface adverse. Ça va plus tomber dans les cordes de Saba si tu lui demandes d'aller vers l'avant un peu plus, je pense aussi. Tout en étant correct si tu lui demandes de rester à la maison et de défendre aussi. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Mais ce couteau suisse-là, Taider l'a beaucoup été la saison passée en évoluant quand même à plusieurs positions. Mais est-ce que c'était par intention non, ou par défaut complètement? C'est ça, parce qu'il va où il va. C'est ça. Mais après, maintenant, est-ce qu'il peut le faire dans le système de Thierry Henry? Parce que je reviens rapidement à la soirée des membres. Le mot-clé, c'était intensité. Il parlait d'intensité, de course faite à 80%, etc. On parle beaucoup de Liverpool. Et sur ça, je ne sais pas si Taider sera, malgré qu'il a un gros volume de jeu, mais en termes de capacité à jouer à 100%. Reproduire les efforts, c'est ça. Séquence après séquence, ça va être à suivre. Dernière question, messieurs, celle du staff. On nous demande, est-ce que c'est une erreur pour Pep Guardiola de concéder le titre avant même la Saint-Valentin? Non. Ce serait quand même assez fou de le faire, publiquement. Parce que le concéder, là, on s'entend mathématiquement, ça fait des semaines qu'on sait que c'est terminé. Liverpool s'en va nulle part. Ça prendrait une épidémie. Oui, non, mais c'est certain, mais j'étais un peu étonné de ces commentaires, même si comme il tombe sous le sens. La défaite contre Tottenham de 2-0 ce dimanche ou samedi fait en sorte que, voilà, je pense qu'il n'y a aucune chance pour City de revenir dans la course, mais en même temps, il n'a pas juste concédé le titre à Liverpool, il a aussi affirmé que Manchester City a d'autres objectifs. Donc quand même, il se met une pression sur la Ligue des Champions. On le sait que des clubs comme City, le top 8 européen, ils ne voient que la Ligue des Champions. Mais en rajoutant une couche, sachant quand même qu'ils ont une belle commande en huitième de finale, c'est pas le même Real Madrid là. Donc je trouve ça particulier. Donc oui, on est peut-être dans des mind games de Pep, etc. Mais peut-être pas une erreur donc, mais il se met beaucoup de pression. Il se met de la pression. Il y a deux choses. On parlait tout à l'heure, tu disais que PSG est peut-être le club dans les huitièmes qui a le plus à perdre. Je pense qu'ils sont pas mal nez à nez avec City, vu les attentes qui sont mises sur City et vu la fenêtre qui s'ouvre là maintenant, qui fait que laisse faire le championnat, ça ne sert plus à rien. Et je pense que le discours, en tout cas la réaction de Guardiola, elle rentre aussi dans ce cadre-là, c'est de dire, bon, c'est clair, on le sait très bien maintenant, on le sait depuis un mois, on le sait depuis Noël, que personne ne va rattraper Liverpool. Maintenant, arrêtons de me poser la question, arrêtons d'en parler. Ne parlons plus du titre parce que c'est fait. On fixe sur la Ligue des Champions. Parce qu'il y a d'autres choses, mais il ne parle pas de la Coupe de la Ligue. On va envoyer les jeunes, Jean. On va envoyer les jeunes. Sur la Ligue des Champions. Ton équipe Notre priorité, ça va devenir la Ligue des Champions, sachant qu'il faut assurer une place dans les 4 premiers en Angleterre, mais ça, je pense que c'est pas non plus trop difficile. Fixer sur la Ligue des Champions. Votre discours, vos questions, maintenant, essayez de les cadrer là-dedans pour que tout le groupe soit, pour que mon groupe soit bien cadré dans cet objectif-là, qu'on ne vienne pas leur demander toutes les 2 semaines, alors le titre, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais en même temps, tu espères que tes questions cadrées sur la Ligue des Champions soient cadrées sur la Ligue des Champions longtemps, puis que ce ne soit pas terminé à la mi-février. C'est ça, donc je pense que non, je maintiens, PSG a le plus à perdre, mais après c'est Pep qui, individuellement, lui, a le plus à perdre. C'est fou ce que je dis, mais est-ce qu'il survivrait à une élimination? Si sur le marché, il y a peut-être mieux à faire et qu'il dépenserait moins, parce qu'il faut mettre Pep ce qu'il faut en tant que salaire et ce qu'il dépense quand même dans les 3 dernières années, parce que c'est des montants astronomiques pour City. Il y a quand même une réflexion qui va se faire et qui est quasiment son 8e de finale est l'un des pires possibles. Totalement. Et peut-être même, en fait, c'est même l'affiche des 8e de finale. Donc je trouve ça curieux, mais voilà.
À suivre. Tu dis Pep, mais c'est son groupe. En cas d'élimination là, ou précoce de City, il va y avoir des questions. Il va y avoir des questions sur Pep, mais il va y avoir des questions sur le groupe qu'il a. Parce que là, il y a des questions qui vont être posées sur Agüero, sur Silva, sur sa défense. Enfin, il va y avoir peut-être des questions posées sur ces gars-là, mais peut-être que ces gars-là vont se poser des questions aussi, puis vont juste dire, vous savez quoi, on passe à un autre appel, puis ça devient un terrain glissant. Peu importe la feuille de route d'un entraîneur comme Pep Guardiola et les succès d'un club comme City au cours des dernières saisons. Messieurs, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Envoyez-nous vos questions tout au long de la semaine sur Twitter, #LDSF, et continuez de consommer notre contenu sur la rds.ca/balado-diffusion, ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.